Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dentiste épanoui. Aujourd'hui, nous allons voir la vision globale pour une prévention réaliste et rentable. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir l'approche traitement global, la posture PSD. Je vais vous détailler la signification de cet acronyme PSD. Nous allons voir l'aspect rentable et réaliste, bien sûr, et le principe de la stabilisation de la santé des patients. Alors, l'approche traitement global. Eh bien, vous l'avez deviné, l'approche traitement global, il s'agit pour vous de prendre en compte la globalité de ce qui se passe dans la santé et dans la bouche de vos patients. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir tout voir, avoir les instruments, et nous les détaillerons bien sûr dans une vidéo spécifique sur les instruments qui vont vous aider à faire encore plus de prévention au cabinet dentaire. Il faut pouvoir tout voir et tout détecter pour justement établir le bon diagnostic de ce qui se passe, de ce qu'il y a dans la bouche de vos patients, le bon diagnostic. Et comme je le dis souvent, les patients arrivent dans votre cabinet dentaire très souvent avec leur diagnostic à eux, et l'important c'est qu'ils repartent avec votre diagnostic à vous, parce que c'est vous le spécialiste. Pour cela, vous verrez que la posture PSD joue un grand rôle. Il faut tout dire, c'est-à-dire que évidemment, c'est votre rôle d'informer le patient sur son état de santé à lui spécifiquement, et aussi, si besoin est, il est important, et vous le faites très régulièrement, d'informer le patient sur des règles d'hygiène et d'alimentation, des façons de se brosser les dents, etc. Donc, il faut tout dire, mais surtout, tout dire sur ce qui se passe dans la bouche de vos patients. Tout dire, ça veut dire aussi tout proposer de façon globale, parce que souvent le patient vient parce qu'il a mal d'un côté en haut. Eh bien, si vous vous limitez à cela, vous verrez ce que cela donne. C'est dommage et on a du mal à faire de la prévention dans ces cas-là. Alors, entre tout dire et tout proposer, il y a vraiment une différence parce que le patient, il doit comprendre qu'il faut agir maintenant et que c'est dans son intérêt, c'est-à-dire qu'on lui fasse une proposition claire et explicite. Et enfin, idéalement, si tout cela et si les trois premières étapes sont bien accomplies, eh bien, vous allez tout faire, c'est-à-dire que vous allez avoir plus d'actes à réaliser par patient parce que vous adoptez cette approche globale. Je vais rajouter que le patient doit partir avec un diagnostic, le diagnostic du dentiste, et avec le plan de traitement. C'est important aussi. Le diagnostic, c'est une chose, le plan de traitement, c'en est une autre, et lui faire bien comprendre pourquoi ce plan de traitement est une bonne chose pour lui. Exactement. Donc, on met toujours en avant les bénéfices du plan de traitement pour le patient. Donc ça, c'est l'approche vraiment traitement global. Et dans ce traitement global, vous englobez le plus possible d'actes de prévention ou vous englobez des actes de soins, par exemple de stopper des caries naissantes qui sinon pourront évoluer. Alors, l'approche traitement global, elle a une conséquence immédiate quand elle est mise en œuvre. Eh bien, ça veut dire que vous avez plus d'actes à réaliser par patient. Et j'insiste sur le par patient parce que énormément de praticiens que je rencontre croulent sous une patientèle très demandeuse et très exigeante, mais au final, quand on regarde ce qui se passe et ce qui se fait dans les cabinets dentaires, on se rend compte que malheureusement, il y a peu d'actes réalisés par patient. Et nous le verrons dans la vidéo suivante, cela entraîne des pertes de temps phénoménales. Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup d'actes à réaliser par patient. Pour cela, il faut en faire le maximum d'un coup, ou en tout cas sur plusieurs rendez-vous resserrés, limités en nombre de rendez-vous. Et l'approche traitement global, c'est ce qu'elle vise à favoriser, c'est-à-dire à ce qu'on stabilise la santé des patients. Nous allons le voir dans cette vidéo. Ensuite, nous allons voir la posture PSD. Pour cela, je vais insérer ici l'explication de la posture PSD et de ce que j'entends par là. Donc, un peu de théorie sur la définition de posture, parce que c'est un élément important, et cela va nous permettre de savoir exactement de quoi nous parlons, de fixer les termes. Si l'on regarde dans le dictionnaire, donc la posture, le Larousse nous l'a définie comme étant une attitude particulière du corps adaptée à une situation. Évidemment, ici, vous vous en doutez bien, il ne s'agit pas uniquement de l'attitude du corps et d'une position, ce serait trop limité, et nous allons prendre le mot de posture dans une acception bien plus large.
Pour illustrer donc le sens que je veux donner au mot posture, eh bien, je vais prendre plusieurs exemples de postures différentes que nous pouvons prendre alternativement à plusieurs moments de la journée. D'abord, eh bien, on peut être le matin avec un enfant dans une posture de parent qui réprimande ou qui donne des consignes à son enfant. Et donc, on a un ensemble d'attitudes, de gestes, de tons et d'attentes par rapport à son enfant qui sont différentes de la posture qu'on adopte, eh bien, quand on est dans une posture de service, qu'on rend service à quelqu'un, par exemple ici dans un commerce, ou qu'on est dans la posture, si vous vous mettez de l'autre côté du guichet, dans la posture du client qui est satisfait ou insatisfait ou exigeant, vous avez une posture qui va être ici différente de la première posture avec un enfant, par exemple. Un troisième exemple de posture, eh bien, c'est quand vous enseignez. Si vous êtes dans une situation d'enseignement, vous allez adopter une posture différente que celle que vous avez adoptée le matin avec un enfant. Alors, il peut y avoir des points communs, évidemment, mais cette posture, elle est différente. Et de la même façon, une posture d'enseignement, elle va être différente si vous enseignez à des gens qui débutent complètement dans la matière que vous enseignez, ou si vous enseignez à des pairs qui ont déjà des connaissances et avec qui vous allez être plus dans l'échange. Donc vous voyez que une même posture peut avoir plusieurs variations et des intensités différentes. Une autre posture, bien, ça peut être la posture d'écoute quand vous êtes face, par exemple, je ne sais pas moi, à un conseiller financier qui vous parle de toutes les solutions pour optimiser votre retraite, ou quand vous êtes face à un architecte qui vous parle de toutes les solutions techniques auxquelles vous ne connaissez pas forcément grand-chose pour rénover votre cabinet, vos locaux, votre maison, etc., etc. Donc ici, on est dans une posture qui est un peu inverse de la posture de l'enseignant. Une autre posture, ben ça peut être une posture aussi d'éducation vis-à-vis d'un enfant ou de jeu vis-à-vis d'un enfant, par exemple. Ça peut être une posture là beaucoup plus ludique, beaucoup plus récréative. Et puis enfin, on a la posture de fin de journée quand on est avec ses amis ou on est simplement dans la discussion, dans l'écoute. Et là, évidemment, votre posture, elle va être complètement différente de la posture que vous adoptez, par exemple, dans une situation plus professionnelle ou dans toutes les situations que nous venons d'envisager. Donc vous voyez, la posture, ça se résume pas uniquement à la position du corps, c'est le ton, les attitudes, les attentes qu'on a vis-à-vis de l'autre, etc., etc. C'est quelque chose de beaucoup plus global. Et nous allons passer maintenant à la posture professionnelle. Alors, qu'est-ce que la posture professionnelle? Eh bien, vous pouvez observer, par exemple, dans certains cas, les hommes politiques qui sont des champions de la prise de posture. Ils s'incarnent donc dans une posture qui va mettre en avant leurs valeurs, qui va mettre en avant leur message, et ils sont vraiment des champions parce que parfois, on remarque que les actes qu'ils prennent ne sont pas du tout en accord avec cette posture. Malheureusement, vous voyez que la posture a un effet très important parce que souvent, ce qu'on retient, c'est la posture, c'est l'attitude, c'est éventuellement le discours et non pas toujours les faits. Donc, il est important que cette posture professionnelle que l'on va définir ici au cabinet dentaire, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est le cabinet dentaire, on va la définir comme étant une attitude et une manière d'être dans l'échange et qui se compose parfois d'éléments impalpables, difficiles à évaluer objectivement, mais bien réels. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir une réflexion et peut-être parfois une vision externe sur cette posture qu'on choisit d'adopter. En fait, quand je dis qu'on choisit d'adopter, évidemment, l'intérêt, c'est de choisir la bonne posture, donc d'avoir cette démarche réflexive pour se dire quelle est ma posture face à mes patients. Je propose d'ailleurs dans une autre de mes formations d'étudier l'impact de cette posture sur la judiciarisation des rapports entre patients et professionnels et cela, vous le verrez, peut-être joue beaucoup dans ce risque de judiciarisation des rapports entre les patients et les praticiens. Donc, je vous propose d'adopter une posture que je qualifie de PSD, c'est-à-dire la posture de partenaire de santé dentaire. Et ça, c'est très important parce que pour moi, cela regroupe 3 éléments importants de votre posture. La posture PSD, le premier mot partenaire, il est là parce que vous êtes quelqu'un qui écoute et qui comprend. Vous êtes dans une posture où il est important de prendre en compte les attentes du patient, de prendre en compte ses symptômes bien sûr, mais de prendre en compte ses attentes, ses douleurs, ses peurs éventuellement. Donc de comprendre ce qui motive ou pas votre patient. Et ça, c'est très important. Et à ce titre-là, vous êtes un peu comme un partenaire qui l'écoutait et qui partageait avec lui.
PSD, dans le S c'est santé, eh bien vous êtes un docteur qui informe et qui conseille. C'est vous qui avez le savoir, donc vous avez un rôle aussi de sachant et vous avez un rôle de conseiller. Il y a plusieurs possibilités thérapeutiques, il y a plusieurs façons de faire et donc vous conseillez votre façon de faire ou plusieurs façons de faire en laissant le patient exercer son consentement éclairé, bien entendu. Donc santé, c'est important de marquer que vous avez, vous, en tant que docteur, un savoir-faire qui est plus important que celui du patient. Vous allez pouvoir poser votre diagnostic et vous allez pouvoir proposer votre solution. Et cela, ça fait partie donc de l'information et du conseil que vous prodiguez à votre patient. Et bien sûr, quand je mets partenaire de santé, c'est partenaire de santé dentaire. Vous êtes le vrai spécialiste des dents. C'est vous qui savez, c'est vous qui comprenez comment tout cela fonctionne. Donc, idéalement, dans votre posture, il faut qu'il y ait de l'écoute, de la compréhension, il faut qu'il y ait du conseil et de l'information, et il faut qu'il y ait aussi un savoir-faire qui transparaisse parce que c'est vous le spécialiste des dents. Donc, votre posture globale, vos attitudes, votre ton de voix, vos comportements, etc., doivent synthétiser tous ces éléments pour que vous ayez aux yeux du patient la posture idéale de la personne à qui on a envie de confier sa santé. Voilà pour la partie théorique de la posture. Voyons maintenant ce que cela donne en pratique avec Olivier. Donc, nous venons de voir la théorie et ce qu'on entend par le mot posture et comment cela s'applique au cabinet dentaire avec la posture de partenaire de santé dentaire. Voyons ce que serait une espèce de contre-exemple et de posture inadéquate adoptée au cabinet dentaire. C'est le cas d'un patient qui arrive et qui vous dit « j'ai mal en haut et à gauche, docteur ». Et malheureusement, dans l'urgence, beaucoup de praticiens disent « eh bien super, venez, je vais arranger cela ». Et pour moi, cela correspond en fait non pas à la posture PSD que je viens de décrire en détail, mais cela revient en fait à adopter la posture du bricoleur sympa qui vous dépanne en 2 minutes en attendant qu'il se passe autre chose. Et ça, pour moi, est en contradiction avec la posture idéale au cabinet dentaire. Alors, j'aimerais dire deux choses. Déjà, au niveau de la posture, c'est une notion que j'ai pu intégrer une fois que le programme Dentiste épanoui a été visionné, a été digéré, entre guillemets, car je vous l'ai déjà dit, j'aime bien revoir de nombreuses fois les vidéos. Mis à part cela, au niveau de la bonne posture, j'ai eu le cas récemment d'un nouveau patient. C'était un nouveau patient. On lui avait pourtant annoncé qu'on ferait sans doute un plan de traitement global, qu'on regarderait sa bouche en globalité. Donc il arrive et il me dit, c'est exactement votre cas, j'ai mal en haut à gauche, cette dent a commencé à être soignée à Dijon, je veux que vous soigniez cette dent. Bon, pourquoi pas? Je lui annonce qu'on va déjà prendre une radio panoramique pour voir un peu ce qui se passe sur cette dent et ses autres dents. Et là, il monte sur ses grands chevaux en me disant non, je veux que vous soigniez cette dent-là et pas une autre. Je commence à regarder quand même les dents du bas, je m'aperçois qu'il y a des racines, des tas de problèmes. Et là, il s'énerve encore un peu en disant vous ne regardez que cette dent-là. Bon, bah là, tout le monde, on garde son calme et on dit monsieur, désolé, je ne pourrai pas vous soigner car lorsque je soigne un patient, c'est de façon globale. Je ne peux pas vous laisser décemment avec les problèmes que j'ai pu vaguement voir en bas parce qu'il ne voulait même pas que je regarde. Et puis c'est terminé. Et il n'est pas parti fâché, j'ai même pas demandé une consultation, on s'arrête là. C'est arrivé 3 fois en 30 ans, hein, donc franchement, ça n'arrive pas souvent. Mais avec ce genre de patient, voilà, il ne faut pas que ce genre de patient, déjà, vous enlève une posture que vous cherchez à avoir confortable. Là, vous feriez effectivement, allez, on va dire le larbin bricoleur. Et puis, vous lui rendez pas service parce qu'en final, il y a des tas de pathologies dans sa bouche. Et c'est à vous, encore une fois de plus, de les assumer en urgence. Et ce genre de patient, vous polluerez votre agenda. Donc, il ne faut pas garder ces patients et dire clairement pourquoi vous ne pouvez pas le garder dans votre patientèle. Généralement, ce sont des nouveaux patients. Enfin, les 3 fois où c'est arrivé, c'était un nouveau patient qui ne comprenait pas pourquoi, comment vous travaillez. Voilà pour cette remarque, Christophe. Merci. Donc moi, ce que je note, c'est qu'effectivement, les patients se conforment très souvent à votre façon de travailler, soit ils y adhèrent, soit ils vont se faire soigner ailleurs, et que cela, ils peuvent le comprendre, et que cela peut se faire dans un climat relationnel ferme mais détendu. Ce que je comprends aussi, c'est que la conséquence
qui serait la conséquence à accepter ce type de patient, ce type de demande, serait que finalement ces patients peuvent revenir en urgence parce que s'ils ont des problèmes, qu'ils n'ont pas une bonne hygiène, qu'ils n'acceptent pas un traitement global, le reste va continuer à se détériorer. Et s'ils attendent d'avoir mal en haut et à gauche, en bas et à droite pour venir, bah, ça veut dire qu'ils vont revenir tout le temps, constamment en urgence, avec des demandes de rendez-vous d'urgence qui vont désorganiser votre planning. C'était ça ce que vous venez de nous dire en fait. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Et là me revient en tête une phrase de mon professeur d'occlusodontie, le professeur Daniel Rosenzweig. On a la patientèle que l'on mérite. Voilà, des patients qui viennent en dépannage de temps en temps. Si on les accepte, on peut à ce moment-là multiplier ce genre de mauvais patients, on va dire. Alors, d'autant plus que cette posture PSD que vous, à mon sens, que vous adoptez naturellement, eh bien, cette posture partenaire de santé dentaire, elle correspond également à l'un des objectifs éthiques de votre métier et l'un de vos devoirs, c'est bien sûr celui de détecter et d'informer les patients sur leur état de santé bucco-dentaire. Je prends souvent un exemple qui m'est très cher et très personnel, c'est l'histoire du kyste non détecté de ma sœur. Ma sœur avait praticienne qu'elle voyait depuis 4 ou 5 ans. Elles étaient devenues amies avec Nadège. Elles se voyaient même en dehors du cabinet dentaire. Et un jour, cette praticienne lui dit, eh bien, tiens, je vais te faire une photo, une radio de l'autre côté. Je n'avais jamais regardé ce qui se passait de l'autre côté parce que tu venais pour le côté droit. Et elle regarde du côté gauche et elle a vu un kyste ici, sous une dent, un kyste qui était très développé. Et donc, ma sœur a dû aller voir des spécialistes. Elle est allée à la Pitié-Salpêtrière. Elle a fini avec une ablation de 8 dents et d'une grande partie de la mâchoire, des chirurgies reconstructives atroces, etc., etc., etc. Et si vous voyez ce que je veux dire, moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui se serait passé si on avait détecté ce kyste plus tôt? Voilà, c'est tout. Je pense que dans votre métier, il faut appliquer la prévention, c'est-à-dire la détection le plus tôt possible de ce qui peut se passer, de ce qu'il y a en bouche. Et dans le cas de ma sœur, je pense que ça aurait pu lui éviter de gros ennuis. Je vous donnerai l'exemple lorsqu'on verra les outils au niveau de la panoramique, l'exemple d'un kyste gigantesque que j'ai pu détecter auprès d'un nouveau patient. Et effectivement, ce kyste aurait pu être sans doute détecté plus tôt. Alors, ça s'est bien terminé pour mon patient. Il y a eu une ablation du kyste et les dents ont pu être préservées. Mais voilà, on était sans doute à 2 doigts d'une fracture de mâchoire. Il n'avait absolument rien senti. Donc, l'exemple de votre sœur est effectivement édifiant. L'outil radiologique est un outil extrêmement important. On ne peut pas le négliger. Et nous verrons encore l'importance de la panoramique lors d'une prochaine vidéo. Merci donc pour cet exemple qui renforce mon propos. Votre obligation de diagnostic fait partie de votre métier et c'est important de la prendre en compte. Et pour moi, c'est un des éléments fondamentaux de la posture docteur PSD. Et ça, vous pouvez aussi bien sûr le dire et le rappeler à vos patients. Le principe maintenant de stabilisation de la santé des patients. Je vais laisser la parole à Olivier. Alors oui, si on raisonne de façon purement bactériologique, en fait, lorsqu'on a des caries, il y a un souci au niveau du Streptococcus mutans et du lactobacille. Ce sont les espèces qui donnent les problèmes carieux. Au niveau parodontaux, là encore, on a une multitude de mauvaises bactéries qui créent les problèmes parodontaux. On découvre chaque année de nouvelles espèces de bactéries. Les bactéries pathogènes, il faut les neutraliser. Alors pourquoi est-ce que nous avons mis un cerveau entre la flore bactérienne qui diminue au fur et à mesure? Eh bien parce que voilà, c'est à nous de cogiter, d'expliquer à nos patients, de faire le meilleur diagnostic, le meilleur plan de traitement. Et tout ça fait travailler notre cerveau de façon intensive. L'idée, c'est que nos patients, les patients qui viennent se faire soigner chez nous, dans nos cabinets, dans mon cabinet, dans vos cabinets, soient des patients qui, au fur et à mesure du temps, seront des patients qui se brosseront de mieux en mieux les dents, auront une surcharge bactérienne de moins en moins intense, que ce soit au niveau de la plaque dentaire qui peut créer les caries et au niveau parodontal. Au départ, un nouveau patient,
lorsqu'il y a une charge bactérienne importante, je conseille de le voir au bout de 6 mois pour refaire le point, pour refaire une motivation qui peut être rapide, hein, nous y reviendrons, mais une motivation à l'hygiène, on n'est pas obligé d'y passer une demi-heure avec des explications par l'intermédiaire de photos, nous pouvons faire une motivation correcte. Donc je disais qu'il vaut mieux revoir son patient 6 mois plus tard, refaire un détartrage si nécessaire, et progressivement, la charge microbienne va diminuer et ce patient, vous pourrez le voir ensuite tous les 1 an, tous les 1 an et demi, c'est un patient qui ne va plus être quelqu'un qui demandera un temps important au niveau de votre timing de praticien. Vous le verrez une fois par an et ça pourra durer un quart d'heure, 20 minutes et c'est tout. Nous verrons un exemple pratique à la fin de cette formation sur des patients qui au départ ont d'énormes problèmes, qu'ils soient parodontaux ou carieux, et qui progressivement, année après année, ne posent plus de problème. On verra l'exemple d'une patiente que je suis depuis maintenant 20 ans et qui, qui ne vient plus qu'une fois par an car un détartrage, un contrôle de plaque, c'est quelque chose d'important qui permet à vos patients de garder une santé bucco-dentaire de qualité. D'accord. Donc en fait, pour résumer, une approche globale vous permet, quand vous avez un nouveau patient, de traiter globalement toutes les pathologies, de stopper celles qui pourraient se développer, de le mettre sur la bonne voie de l'hygiène et de l'entretien qu'il va faire chez lui de ses dents. Et ensuite, une fois que donc au niveau pathologie, au niveau bactériologie, au niveau hygiène, etc., le patient est sur les rails, eh bien cela vous permet, vous, avec votre connaissance de praticien, d'espacer les rendez-vous de contrôle détartrage et donc de libérer votre agenda de ces rendez-vous qui ne deviennent plus utiles puisque la santé de votre patient est stabilisée. C'est bien ça ? Oui, Christophe, vous avez parfaitement résumé ce que j'ai expliqué de façon un peu plus technique, mais c'est tout à fait ça. D'accord. Effectivement, il y a aussi un autre point qu'on peut indiquer, c'est que le praticien, le partenaire, le docteur partenaire de santé dentaire ne travaille pas tout seul et que les terrains carieux, les terrains bactériologiques peuvent dépendre de l'alimentation, de la nutrition et qu'il peut y avoir d'autres acteurs de santé, peut-être moins traditionnels, mais des naturopathes ou éventuellement des nutritionnistes qui peuvent aider vos patients à se prendre en charge. Oui, c'est tout à fait ça, Christophe. Autre chose aussi, si globalement le patient n'a pas été traité de façon efficace, vous aurez constamment des niches de caries à droite, à gauche qui potentiellement feront que votre patient ne guérira jamais ou très peu de sa maladie carieuse, ne pourra pas non plus guérir de sa maladie parodontale. Des niches de microbes qui persistent, c'est un patient qui potentiellement aura constamment des enquiquinements. Pour revenir aux naturopathes aussi et aux nutritionnistes, ce sont effectivement des partenaires qui peuvent recadrer, entre guillemets, nos patients de façon efficace. Un patient qui, par exemple, aurait une carence en vitamine D aura les pires problèmes au niveau de l'os, et y compris de l'os buccal, au niveau des mandibules et des maxillaires. Carole Lecomte, une praticienne, j'ai fait une formation auprès de Carole Lecomte qui nous expliquait ça de façon très, très efficace. Merci pour cette précision. Donc, le partenaire de santé dentaire, le docteur partenaire de santé dentaire peut aussi travailler en équipe si les patients sont réceptifs à ce type d'approche. Donc, cela nous amène à l'aspect réaliste et rentable et réaliste de la pratique. On l'a vu, on peut s'épuiser facilement dans ce métier, vous nous l'avez dit, Olivier. L'idée, évidemment, c'est qu'avec l'éducation et la sensibilisation des patients, on peut y passer du temps. Ce que vous préconisez, vous, Olivier, et je suis tout à fait d'accord avec cela, c'est de répéter des messages de façon très brève, parce qu'on pourrait faire des heures et des heures de sensibilisation et d'éducation des patients. Mieux vaut s'appuyer éventuellement sur des partenaires nutritionnistes, naturopathes qui travaillent sur le terrain, et mieux vaut s'appuyer sur une répétition régulière que d'y passer trop de temps, parce que là, on tombe dans un excès qui fait que bien la rentabilité, elle n'y est plus.
L'idée, évidemment, aussi, c'est que les contrôles et détartrage à répétition, grâce à cette approche globale, grâce à votre connaissance du terrain du patient, va vous permettre d'espacer les rendez-vous de contrôle et éventuellement les rendez-vous de détartrage en fonction de votre connaissance du patient. Le fait que son terrain soit aussi pris en compte et stabilisé, ça va vous permettre d'avoir une activité qui est beaucoup plus efficace, qui va vous permettre donc d'avoir peut-être, dans certains cas, des patients qui viendront moins souvent, mais qui viendront à bon escient. Oui, Christophe. J'avais déjà donné cette notion que depuis les événements Covid, nous ne donnions plus les rendez-vous à l'avance. Très souvent, des patients peut-être un peu trop sérieux, un peu trop motivés, voulaient à tout prix qu'on leur donne le rendez-vous 6 mois à l'avance, ce que nous faisions. Mais ça, maintenant, je le déconseille. Vous annoncez à votre patient, suivant ses facteurs de risque, s'il doit venir, effectivement, pour certains, dans 6 mois, dans un an, dans 18 mois. Et un petit conseil, notez-le pour votre secrétaire dans le dossier patient. À ce moment-là, lorsque le patient appellera, elle pourra adapter le rendez-vous par rapport à ce que le patient désirerait. Donc, au cas par cas, vous définissez ce que vous estimez être comme la durée nécessaire entre deux contrôles. D'accord. Donc vraiment, pour résumer, ce que vous nous dites, c'est une juste adaptation de la fréquence des visites des patients en fonction de leur risque individuel et non pas sur une base systématique de 6 mois pour tout le monde, complètement indifférencié, qui risque de vous faire perdre beaucoup de temps. Enfin, le dernier point, c'est la prophylaxie pure. Il est compliqué de faire de la prophylaxie pure quand on est omnipraticien et cela est à risque parce que c'est une activité spécifique. Oui, se dire, bon, allez, dorénavant, je vais faire un peu un travail d'hygiéniste en France. Voilà, c'est pas quelque chose qui est connu par les patients. Alors, le docteur Michel Blick s'est concentré sur la prophylaxie et a un nom certain, enfin son nom est très connu en France et dans la région Lorraine. Mais voilà, tout le monde ne peut pas faire ce genre d'exercice où la prophylaxie pure serait à ce moment-là, alors prophylaxie et paro non chirurgicale, serait instaurée. Je me trompe peut-être, hein. Ça peut se faire, mais effectivement, c'est une activité qui est sans doute un peu risquée. Voilà, c'est pour ça que nous avons intitulé notre concept la prévention rentable et réaliste. Réaliste parce que chacun doit faire en fonction de sa patientèle, en fonction de ce que ses patients donc sont prêts à accepter ou non, et rentable parce que eh bien, votre temps est compté, vous avez des patients qui attendent à votre porte pour être reçus, donc il faut que vous rentabilisiez votre temps et donc l'idée c'est de faire de l'éducation, de la sensibilisation constamment, mais de façon très rapide, des contrôles d'étartrage à bon escient et d'avoir toujours une priorité sur votre activité d'omnipratique. Rentable et réaliste, c'est avoir des actes de soins que vous pouvez faire de façon la plus regroupée possible. Nous l'avons vu, c'est l'approche traitement global. Donc, des traitements globaux dès que cela est envisageable, de façon à ce que vos patients soient pris en charge et soient stabilisés très rapidement. Alors, je voudrais dire encore quelque chose à propos des traitements globaux qui sont envisageables. J'ai, depuis mon exercice, depuis le début, eu cette notion. La notion aussi de grouper les soins et la prothèse autant que possible. Et j'avoue qu'entre le moment où j'ai eu cette notion, c'était dans les années début 2000, et le fait que j'ai pu vraiment le concrétiser, c'est passé 20 ans. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un praticien de faire autant de rendez-vous longs qu'il désirerait. C'est une accumulation de détails qui fait que le cabinet peut fonctionner de cette manière. Mais c'est là où il faut quand même dire à nos praticiens qui nous écoutent, ce n'est pas évident non plus d'avoir un rendez-vous d'une heure, 1 heure et demie, où l'on grouperait des soins et de la prothèse. Nous en avons souvent parlé ensemble d'ailleurs, Christophe. Effectivement, et c'est une excellente transition avec la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons comment mettre votre organisation au service de la prévention. Merci beaucoup Olivier, au revoir et à très bientôt. Au revoir Christophe.